Bonjour à tous. Donc je suis Kylian Domenibus. Je vais vous parler donc je suis en charge de la business unit business performance. On va parler rapidement de quelles sont les actions qu'on peut faire pour optimiser la performance au sens commercial de vos sites. Et après, je passerai la parole à Lucas pour des sujets qui sont totalement liés, qui concernent l'UX et l'optimisation de l'UX et de l'UI. Donc l'idée, c'est effectivement, on est dans un contexte qui est pas si évident que ça. Alors il y a des éléments structurels, on a de plus en plus de sites marchands, ce qui est une bonne chose, mais ce qui du coup accélère la concurrence de fait sur l'ensemble des marchés. On est dans une tendance où le panier moyen est structurellement à la baisse, même s'il avait augmenté pendant le Covid. Si on regarde l'historique depuis 10 ans, on est sur un phénomène de baisse du panier moyen. On a en parallèle de ça des coûts d'acquisition qui continuent d'augmenter, puisque plus il y a de concurrence, plus la guerre le coût pour recruter un nouveau client augmente, ce qui est assez logique. Et en parallèle, on a des hausses de coûts de fonctionnement et notamment de logistique qui s'accélèrent beaucoup depuis la guerre en Ukraine et l'explosion de l'inflation. Donc au niveau du transport, au niveau de l'emballage, on a des coûts qui augmentent, et donc se pose la question de la rentabilité de vos business models. Donc c'est une offre évidemment tout ça accéléré par un contexte économique et géopolitique qui est assez incertain, et donc notre rôle en tant qu'agence, c'est aussi d'être capable de vous accompagner sur l'optimisation de la rentabilité de vos business, en sachant qu'en plus de ça, on a des évolutions réglementaires. Aymeric en parlera tout à l'heure, notamment sur l'aspect RGPD. Des évolutions réglementaires qui nous compliquent un peu nos habitudes historiques, notamment en termes d'acquisition, et des évolutions de restrictions imposées par les navigateurs, donc sans rentrer dans les détails, mais qui nous empêchent de faire un certain nombre de choses, notamment en termes de ciblage et de tracking qu'on faisait précédemment, et la disparition des third-party cookies qui est annoncée pour la fin de l'année 2023, qui va changer radicalement la façon de faire de l'acquisition, enfin qui change déjà, mais qui va impacter énormément la façon dont on fait de l'acquisition de clients. Donc l'idée, c'est effectivement de voir dans quelle mesure on peut vous accompagner sur le développement de votre chiffre d'affaires tout en préservant votre ROI, puisque faire du chiffre d'affaires, c'est pas très compliqué. Faire du chiffre d'affaires de façon rentable, ça l'est un peu plus. Et donc là, l'offre de Data Solutions, c'est vraiment d'être capable de se positionner auprès de vous en tant que partenaire business, et d'être capable de solliciter ou de mettre en face de vous des expertises qui peuvent être assez spécifiques, donc sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc en gros, si on raisonne d'un point de vue chaîne de valeur e-commerce, on va travailler sur de l'acquisition, sur de la conversion et de la fidélisation. C'est assez classique. Je dirais que notre approche, c'est d'être capable d'être agnostique et en ayant une vision globale, de vous proposer là où les actions prioritaires à mener pour aller chercher de l'incrémental et de l'incrémental rentable. Donc c'est vraiment la logique de notre approche qui est aujourd'hui complètement globale et sur l'ensemble de la chaîne de valeur. On peut intervenir sur tout type de levier en acquisition, sur des éléments qu'on évoquait tout à l'heure, sur la partie personnalisation, sur la partie animation de site, sur la partie création de nouveaux services, activation comportementale, etc. Et sur toute la partie aval, fidélisation, CRM, automation, etc. Mais l'objectif, c'est de d'identifier avec vous quelles sont là où les actions prioritaires, quelles sont celles qui vont être le plus efficaces, générer un retour sur investissement le plus rapide, et pas forcément vous pousser systématiquement telle ou telle action parce que c'est celle qu'on maîtrise. Donc on part d'une approche globale et on choisit ensemble les sujets qu'on adresse par rapport à ce qu'on estime qui va le mieux fonctionner. On a quand même quelques convictions, c'est-à-dire qu'effectivement on est agnostique, mais on essaie de faire rentrer tout ça dans un cadre un peu structuré. Et notamment donc le premier sujet qui nous intéresse et sur lequel on pense pouvoir apporter de la valeur, c'est comment je fais aujourd'hui pour améliorer le taux de consentement. Donc le taux de consentement, c'est des choses qu'on a tous subies lorsque la réglementation en termes de recueil de consentement a changé. Sauf que les conséquences, elles sont assez importantes, puisqu'en moyenne,
on perd jusqu'à 30% de données, donc on perd 30% de données dans l'analytics, et donc de fait, on peut pas optimiser des choses qu'on ne mesure pas, ce qui entraîne un certain nombre d'hypothèses ou d'interprétations qui sont fausses, puisqu'on on se base que sur une partie de la donnée. Et en fait, quand on regarde la façon dont c'est fait, c'est un peu contre nature, parce que moi je pense souvent à cet exemple de dire, si vous arriviez dans un magasin physique et qu'à l'entrée, avant de vous laisser rentrer, on vous posait 50 000 questions, du type, est-ce que vous seriez d'accord pour que je vous suive partout dans le magasin pour qu'ensuite je puisse vous pousser vous proposer tel ou tel produit, bah, évidemment vous diriez non, sauf à être un peu maso. Et pour autant, c'est ce qu'on fait tous d'un point de vue, parce que mécaniquement, on nous a dit que c'est comme ça qu'il fallait faire sur un site web, et donc par défaut, bah, j'arrive sur un site web, on me demande si je suis d'accord pour me suivre ad vitam aeternam, et puis en plus, une fois sur deux, j'ai une pop-in newsletter, et puis j'ai la pop-in d'acceptation des push notifications. Et donc, avant même d'arriver sur le site, j'ai déjà 3 actions à faire, alors qu'en fait, moi, ce que je veux, c'est juste pouvoir arriver sur soit une fiche produit, soit une page d'accueil d'un site. Donc, l'approche, c'est de se dire, aujourd'hui, la façon dont c'est fait, on pense qu'on peut le faire un petit peu différemment et qu'on a moyen de le faire de façon progressive. Et ce qui permet de poser la question du consentement au bon moment. C'est-à-dire que c'est pas forcément quand on arrive tout de suite sur quelque chose qu'on connaît pas qu'on va demander un certain nombre d'informations. La deuxième composante, le deuxième sujet sur lequel on a un certain nombre de convictions à vous partager, c'est tout ce qui concerne le mix média, donc dans le contexte de la disparition des third-party cookies. C'est effectivement, ça impose de revoir un peu la manière dont on construit ces plans médias, de capitaliser et d'exploiter réellement les données first party, donc les données qui vous appartiennent, qui sont vos données utilisateurs, et finalement qui ont été très peu utilisées jusqu'à récemment, et on préférait aller acheter de la donnée intentionniste, plus ou moins qualifiée, pour monter des campagnes médias, alors qu'en réalité vous avez un capital qui est la donnée de vos consommateurs, de vos utilisateurs, et que vous pouvez déjà, en l'exploitant correctement, en tirer un certain nombre de bénéfices. On est convaincu également qu'il faut arrêter, dans la mesure du possible, arrêter de dissocier les logiques de branding et les logiques de performance. Donc c'est aussi lié à l'organisation chez un certain nombre de clients, hein, mais au final, le branding est au service de la performance et réciproquement. Et donc aujourd'hui, on a la capacité de monter des plans des dispositifs médias sur lesquels il y a une vraie complémentarité entre les leviers. Bien sûr, il faut continuer à travailler, à solidifier les bases, les leviers classiques, donc le search, que ce soit le SEO, le SIA et le social media qui sont incontournables. Donc ça reste un travail de fond, et notamment dans le cadre des builds qu'on fait, la partie SEO est extrêmement structurante. Et puis bien sûr de pouvoir travailler exploiter le potentiel du retail média, qui est une nouvelle façon d'aller toucher des consommateurs auprès des plateformes. Donc ça peut être soit pour toucher des consommateurs ou des intentionnistes sur des plateformes retail, ou pour monétiser vos propres plateformes. C'est aussi une façon intéressante de générer du complément de revenus, de mettre en place des dispositifs de monétisation sur vos propres sites. Bien évidemment, tout ça, l'acquisition est coûtant de plus en plus cher. Il faut surtout essayer d'équilibrer avec l'effort qui est mis sur la fidélisation des clients. Donc le premier prérequis, mais ça on va dire que pour le coup, même si on monte une digital factory, on n'y pourra pas grand-chose pour vous, c'est d'avoir le bon produit et le bon service. Sans ça, effectivement, c'est compliqué de fidéliser. Après, on a la capacité, et on accompagne nos clients sur de l'automation, ce qui peut paraître un peu tarte à la crème, mais il y a encore beaucoup de gens qui font des campagnes de façon manuelle, avec des extracts, des imports qui sont pas automatisés. Bon, la première étape, c'est effectivement d'être capable d'automatiser un maximum de choses. Le deuxième sujet, c'est de pouvoir de mesurer la satisfaction, mais de le faire de façon un peu pertinente. Aujourd'hui, il n'y a pas un endroit dans lequel vous alliez sans qu'on vous demande si vous êtes satisfait, à commencer par les toilettes à l'aéroport, sauf qu'au final, bon, c'est pas, vous avez beau dire que vous n'êtes pas satisfait, au final, il se passe rien. Et c'est souvent le cas chez les retailers. Donc vous avez l'enquête NPS, vous dites non, c'était pas bien, ou au contraire, c'était génial, et puis après, il se passe rien. En fait, cette donnée, elle est extrêmement
pertinente et intéressante à exploiter et peut déclencher énormément de scénarios là aussi automatisés. Et puis le step ultime, c'est de travailler effectivement sur des programmes CRM qui sont réellement contributifs. Il y a eu pas mal d'études auprès de gros retailers où ils se rendaient compte qu'en fait leur CRM leur générait pas de valeur. Donc ça leur coûtait de l'argent, mais c'était pas héroïste. Donc l'idée c'est de travailler sur des programmes qui sont effectivement objectivés et où la notion de récompense est justifiée par le fait que ça génère du chiffre d'affaires additionnel. Donc là-dessus on a plein de use cases et de méthodologies pour travailler sur ces sujets-là. Enfin le dernier sujet évidemment qui est fondamental, c'est de maximiser le taux de conversion. Donc là-dessus, on travaille et on est convaincu qu'il faut continuer à rassurer les prospects. On a pas mal d'exemples de sites qui avaient enlevé les éléments, ce qu'on appelle traditionnellement les éléments de réassurance. Et en réalité, il y a encore toute une partie de l'audience, enfin des internautes, qui ont besoin d'être rassurés. Alors l'avantage du Covid, c'est que ça a fait venir de nouvelles typologies d'audience, de nouveaux acheteurs, mais c'est des gens qui sont pas forcément hyper à l'aise, et donc ces aspects de réassurance restent super importants. La notion de personnalisation, donc, qui a été évoquée tout à l'heure par Miracle, et notamment la solution Target to Sell, mais finalement, la personnalisation de l'expérience d'achat reste assez marginale. Alors les gros sites sont équipés de solutions de personnalisation plus ou moins pertinentes, mais il y a vraiment une marge de progression significative sur ce sujet-là, et de la même manière, d'être capable de passer au marketing comportemental, donc d'avoir des solutions d'intelligence qui sont capables de déclencher des actions en fonction du comportement de l'internaute à un instant T, en temps réel. Et là aussi, on pourrait prendre un exemple, c'est de se dire finalement, si je compare dans la vie réelle, alors le visuel est horrible, hein, Lucas m'a critiqué pour mes talents de graphiste. J'en suis désolé. Mais c'était juste pour illustrer le propos, c'est qu'effectivement, si vous êtes dans un magasin physique en train d'hésiter, vous allez attendre, dans un monde idéal, vous aimeriez que quelqu'un soit capable de vous conseiller et de vous orienter de comprendre qui vous êtes et de vous orienter vers le bon produit, en fonction de votre budget, vos goûts, vos attentes, etc. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous aimeriez pas que si vous quittiez le magasin sans acheter, que le vendeur vous court après pour essayer de vous faire revenir. Et pourtant, souvent sur vos sites, enfin sur les sites web, on est assez peu guidé ou assez peu conseillé. Et en revanche, si l'internaute s'en va, on va faire du retargeting jusqu'à ce que mort s'en suive pour essayer de le faire revenir, ce qui peut être un peu contre-productif de notre point de vue. Donc c'est plutôt le meilleur moment pour faire acheter quelqu'un, c'est lorsqu'il est là, c'est pas une fois qu'il en est parti. Et d'où l'intérêt de travailler sur l'UX et l'UI. Merci pour la transition. Alors effectivement, l'expérience utilisateur s'inscrit dans une démarche d'amélioration des performances du site. Et donc c'est un levier stratégique pour augmenter le taux de conversion et aussi le nerf de la guerre, bien souvent le chiffre d'affaires. Alors si je devais résumer ce qu'est l'expérience utilisateur en quelques mots très rapides, je dirais que c'est offrir la possibilité à un utilisateur d'atteindre son objectif via un parcours qui serait le plus simple, le plus rapide et le plus efficace possible. Et c'est justement dans ce terme de simplicité que réside toute la complexité du travail d'un UX designer, un travail mené conjointement justement avec nos clients. Quand on parle d'expérience utilisateur, on y est tous confrontés au quotidien dans des expériences qui sont parfois positives, parfois négatives. Il suffit de prendre quelques exemples. Réserver via notre smartphone notre déjeuner du midi, ou encore, comme suit, des expériences plus orientées produits, où on va avoir parfois une réflexion qui est peut-être un peu trop orientée du point de vue de l'esthétisme, comme sur le produit de gauche, et parfois une approche beaucoup plus fonctionnelle et donc orientée utilisateur qui va lui permettre d'avoir une expérience enrichie et plus agréable.
Et donc c'est ce point précis qu'il faut soulever, parce qu'en règle générale, une expérience utilisateur réussie, ça va permettre d'augmenter la conversion d'un site. Je vais faire une petite parenthèse sur l'équipe création chez Data Solutions, parce qu'elle s'est renforcée maintenant il y a un peu plus d'1 an et demi avec les différentes acquisitions dont parlait Jean-Claude en introduction. Et c'est donc une équipe de passionnés, bien entendu, on est tous passionnés par notre travail, et qui est composée d'UX designers, d'UI designers, d'illustrateurs en capacité aussi de mener des missions print, de motion designers et aussi de vidéastes. Ce qui montre un petit peu notre capacité à gérer des missions créatives sur un environnement à 360 degrés en lien avec le digital. De la phase de conception à la création d'identité de marque, et aussi par la suite faire vivre les projets via des créations orientées sur les réseaux sociaux, sur les campagnes marketing, newsletters dont parlait Kylian par exemple. Et on connaît aussi toute l'importance aujourd'hui, notamment sur les réseaux sociaux, de la production de vidéos. Ça va être un marqueur d'engagement et de visibilité. D'ailleurs, Yann, sur sa présentation au niveau de l'innovation, on présentera quelques-unes des vidéos qu'on a produites, notamment pour mettre en avant des produits, et on verra tout l'impact que ça peut avoir. Ça m'emmène sur le point suivant. UX is not UI, but UI is UX. C'est une phrase que j'aime beaucoup parce qu'elle est lourde de sens. En fait, l'UX, c'est le socle de base, c'est-à-dire la création du parcours, la conception. Mais il faut bien comprendre que si on s'attache uniquement à concevoir le parcours qui soit le plus simple et le plus efficace et le plus fluide possible, comme je disais en introduction, mais qu'à côté de ça, on a une coquille vide ou un design vraiment dégueulasse et qui ne permettent pas à l'utilisateur de s'immerger dans notre ADN ou qui soit justement un frein dans cette expérience, là on voit toute l'importance aussi du spectre de l'expérience utilisateur qui va aussi passer par un environnement visuel agréable. Ce qui m'emmène sur le point suivant, d'un point de vue de l'équipe créa, je veux dire, l'UX, je vais le définir en 3 grands piliers, 3 notions très importantes pour avoir un ensemble qui soit pertinent et cohérent. Le premier, ça va être la phase de conception, donc tout ce qui est le parcours d'utilisateur, le fait de bien connaître sa cible, bien la comprendre, d'avoir une bonne connaissance et d'être en capacité aussi de simplifier son arborescence, et bien sûr aussi un point important, d'être en capacité de définir, hiérarchiser et surtout prioriser ses objectifs, à la fois côté business et aussi côté utilisateur. Le deuxième point également très important, c'est la notion d'ergonomie. Ça va nous permettre de renforcer l'expérience à travers une interface ergonomique et aussi de définir des critères d'accessibilité en fonction de sa cible. On n'aura pas du tout les mêmes critères d'accessibilité en fonction qu'on crée une plateforme pour une institution par exemple, ou alors pour une société qui serait dans un secteur d'activité qui correspondrait à une cible jeune. On peut prendre un exemple très rapide aussi au niveau de l'ergonomie pour bien comprendre ce point. Moi qui me tient à cœur depuis longtemps, on prend l'exemple des menus burgers qui sont souvent positionnés en haut à gauche des sites. Moi j'aurais tendance, d'un point de vue ergonomique, à le suggérer en bas à droite. Parce que vous pouvez faire le test, si vous prenez votre téléphone à une main, surtout qu'ils sont de plus en plus grands, vous risquez de vous faire une tendinite du pouce. Enfin, c'est très compliqué. Et le fait que ce menu burger reste positionné aussi en haut à gauche, ça fait partie aussi d'une notion très importante dans l'expérience, c'est aussi la notion d'habitude utilisateur. Ça veut dire qu'on ne peut pas se permettre non plus d'aller à l'encontre trop rapidement sur certaines typologies de projets, à l'encontre des habitudes utilisateurs. Heureusement aussi, parfois, des grands acteurs comme Apple ou Amazon sont là pour nous aider sur un panel de plusieurs millions d'utilisateurs à changer un petit peu les modes de fonctionnement. Hop, j'en ai oublié un, je peux revenir. Revenir. Toc toc. Merci beaucoup. Et le troisième point que j'avais oublié, c'est effectivement le design d'interface. Avoir une identité forte, ça va permettre aussi d'enrichir, comme je disais précédemment, l'expérience utilisateur en créant des repères impactants, notamment quand on a une stratégie cross-canal, on en parle beaucoup aujourd'hui, avec des boutiques physiques, avec plusieurs boutiques en ligne par exemple, avec une présence sur les réseaux sociaux, avec aussi des publications
via des newsletters, ça va permettre à l'utilisateur d'avoir un repère et d'avoir un réel impact aussi sur l'expérience globale. On va parler méthodologie un petit peu. Donc, ces deux méthodologies, je pense que c'est des méthodologies, surtout avec le public averti qu'on a aujourd'hui, dont vous avez déjà entendu parler. Le design thinking ou le design sprint. C'est finalement un peu des boîtes à outils. Je vais m'attarder très rapidement sur le design sprint. C'est une méthodologie qui a été inventée par un UX designer de Google dans l'optique d'accompagner les startups pour la mise en produit de services, la mise en ligne de services ou de produits innovants. Le format du sprint design, une formule de 5 jours, va nous permettre sur un délai très court de pouvoir valider notre hypothèse ou justement de ne pas la valider. La première étape, ça va être de définir les objectifs. La seconde, une phase d'idéation de laquelle va résulter des fonctionnalités attendues sur notre plateforme. Ensuite, on va partir sur la phase de conception et de prototypage. Et enfin, l'étape la plus importante, les tests utilisateurs, qui vont nous permettre de valider ou d'invalider notre hypothèse de base. Si elle est invalidée, on se rend tout de suite compte que ça nous a évité d'investir plusieurs centaines ou plusieurs millions d'euros sur la création d'une plateforme en partant d'un build de base qui n'aurait eu aucun impact sur nos utilisateurs finaux. La méthodologie à Data Solutions, c'est à la fois s'inspirer de ces deux grands mouvements dont je viens de parler, mais c'est aussi essayer d'avoir une approche de bon sens, parce que tous les projets sont différents, pour plein de raisons, en fonction des secteurs d'activité, en fonction des budgets aussi, parfois des deadlines, parfois un peu trop courtes. Et on va jongler avec ça pour justement composer une méthodologie qui soit la plus adaptée et la plus pertinente possible. Donc sur les première phase d'apprentissage, de hiérarchisation de l'information, on va avoir plusieurs ateliers. Si l'objectif c'est de connaître la cible, on va avoir la carte d'empathie, la définition des personas, on en parlait tout à l'heure, les user journées. Si on veut affiner notre navigation parce qu'elle n'est pas claire pour l'utilisateur, on va avoir des ateliers pertinents comme le tri de cartes, j'en reparlerai tout à l'heure. Le story mapping qui va nous permettre de définir des fonctionnalités, avoir un cadre MVP, un backlog et d'avoir du recul aussi sur l'évolution globale que je vais faire de mon site. Une fois qu'on a tout ça, on va pouvoir passer à la phase de conception, de prototypage et de test. Test, encore une fois, toujours en bonne intelligence. Les tests utilisateurs, ça représente aussi un surcoût, ça représente du temps parce que c'est une organisation de recruter des utilisateurs. Donc c'est parfois une mécanique qui peut être un peu complexe et qui va être indispensable, notamment sur la création de projets qui sont innovants, d'interfaces innovantes, ou de projets totalement disruptifs, c'est-à-dire avec une approche totalement différente et nouvelle. Dans le cas d'un projet e-commerce dit classique, on peut aussi se baser et faire ça en bonne intelligence, c'est-à-dire se baser sur l'analyse concurrentielle, sur du benchmark, et aussi sur l'expérience des équipes de data solutions, qui ont la chance d'avoir pu travailler sur plusieurs centaines de sites e-commerce dans différents secteurs. C'est une expérience qui a quand même une certaine valeur. Pour terminer, je vais montrer 2-3 petits exemples très rapides. Donc je vais prendre vraiment des points précis, je ne vais pas aller dans le détail parce qu'on manque de temps. Ici, on est dans un cadre d'un projet de refonte globale. Et je vais m'arrêter sur l'aspect navigation. Le constat qu'on a fait conjointement avec les clients, c'est que d'un point de vue de la navigation, l'utilisateur est dans un environnement de flou absolu. Parce donc ici on est dans un univers de voyage, parce que les offres sont mélangées à des typologies de contenu informatifs, que les destinations ne sont pas toujours bien catégorisées ou bien rangées. Et donc tout l'intérêt justement de l'atelier de tri de cartes dont je parlais tout à l'heure a permis de manière très efficace de reprendre l'ensemble des catégories et des liens existants du site, de les recatégoriser dans des blocs, de donner des noms à ces blocs, à ces grandes catégories, et ça a permis du coup à notre UX designer de proposer une arborescence qui soit la plus limpide, claire et fluide possible, en segmentant bien la partie produit de la partie aussi informative. Et la notion importante, pour en revenir aussi à l'UI, c'est d'essayer d'avoir
une navigation qui soit en rapport avec le secteur ou la marque. Ici, dans un cas très précis, où on vend des vacances du voyage, il faut aussi avoir un côté inspirant, léger, light. Si on arrive sur un menu ou une navigation avec 12 000 entrées, non seulement ça ne sera pas efficace, mais en plus, on va perdre cette partie un peu émotionnelle. Là, je vais prendre l'exemple. Je remercie Solo de m'avoir permis de le faire. Je ne sais pas si vous êtes dans la salle ou pas. Coucou, on se verra tout à l'heure. Donc là, en fait, c'est vraiment pour casser des idées reçues. C'est un excellent exemple. Pareil, c'est en cours de réflexion et de travail. Mais ici, ce qu'on voit, c'est un one-page checkout. Et l'idée reçue, c'est souvent, moi, pour avoir la meilleure X possible, ce que je veux, c'est un clic. Alors oui, mais non, parce que parfois, c'est justement contre-productif. Parce qu'on va demander à un utilisateur de faire un maximum d'interactions dans un minimum d'espace, parce que parfois aussi la demande c'est un clic et dans une zone de flottaison, ça commence à faire beaucoup. Et l'utilisateur justement il va être un peu dérouté parce que si on prend cet exemple précis sur un tunnel de commande, il va avoir son adresse à rentrer, son mode de livraison, ses commentaires clients, définir son mode de paiement. Et une fois qu'il va arriver sur le bouton commander, il va même pas savoir si il passe commande tout de suite ou s'il va avoir une étape de validation derrière, etc. Donc encore une fois, il va naviguer dans une zone un petit peu de doute. Et la bonne approche, dans certains cas, ça peut être de bien réfléchir et de décomposer les actions utilisateurs et de venir réfléchir à un système d'étapes qui soit intelligent, encore une fois, pour limiter le nombre de clics, le nombre d'actions, mais que toutes les actions que va faire l'utilisateur soit le plus clair et le plus limpide possible, qui soit concentré en fait sur chaque étape. Et enfin, là, je pourrais en parler longtemps aussi de ce projet, qui est un petit peu plus ancien, mais très intéressant sur un point de vue que j'ai pas encore parlé, c'est le design d'interaction. Le design d'interaction, c'est une notion aussi très importante que vous avez certainement déjà constaté, surtout sur des applications mobiles. Donc c'est tout ce qui va concerner les interactions. Aujourd'hui, on sait très bien le faire aussi sur des sites responsive. L'exemple que vous voyez là, c'est un site responsive, où on a travaillé justement un design d'interaction assez poussé et qui vient en complément et qui permet d'enrichir de manière significative l'expérience utilisateur. Parce qu'il est guidé, on l'accompagne et en plus de ça, ça nous permet d'avoir une interface qui est beaucoup plus moderne et qui simule presque une application. Pour terminer, peut-être certains connaissent déjà cette citation, mais que je partage tout particulièrement. Une interface utilisateur, c'est comme une blague, si on doit l'expliquer, c'est qu'elle ne fonctionne pas des masses. Et ce qu'il faut retenir particulièrement de cette intervention, c'est que, en règle générale, un utilisateur déçu, ça se termine bien souvent par un client perdu. Donc voilà, l'UX étant une notion aujourd'hui très très importante. Je vous remercie.